Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de partager la valeur avec les collaborateurs? Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Collaborateurs. Eh bien, écoute, c'est une idée commune à beaucoup d'entrepreneurs. En fait, parce que les entrepreneurs sont en général bien conscients qu'ils doivent beaucoup à leurs collaborateurs, que c'est un travail d'équipe, qu'ils n'ont pas tout fait tout seuls. Et puis, c'est aussi, je pense, un réflexe naturel que de redonner ce qu'on a reçu. C'est assez bien expliqué par Georges Bataille et d'autres, notamment quand il explique que dans toutes les civilisations, le surplus, on le répartissait, on l'offrait aux dieux, on faisait un holocauste, on le brûlait, sur le temple ou sur l'autel. Et donc, on est un petit peu dans la même chose. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que chez nous, Melsion, on pense la bonne façon de faire ce partage. Hop, le temps de me mettre. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des petites erreurs, car comme vous le savez, on est un peu dans le rush. On voit bien ton écran. On voit bien ton écran. Donc, le sujet du jour, partager la valeur avec les collaborateurs. Voyons ça comme les collaborateurs au sens large, puisqu'aujourd'hui, tous les collaborateurs ne sont pas forcément salariés. Donc, là, ce que je voudrais qu'on évoque en quelques minutes, c'est comment partager la valeur. La valeur, c'est ce qu'on a créé ensemble, mais seulement la valeur et avec ceux qui la méritent, ceux qui le méritent, et pas plus, et d'une manière équilibrée entre chacun. Donc, ce que nous, on entend régulièrement, c'est des réflexions du type j'ai donné du capital à mon développeur parce que je ne pouvais pas le payer autrement. Ah oui, donc tu as donné des parts du capital à quelqu'un qui était là à un moment où tu n'avais pas d'argent et des années plus tard, ça représente soit énormément d'argent, soit une nuisance, une capacité à vous bloquer des choses. Donc, on peut du coup s'interroger sur est-ce que c'était une bonne idée. L'autre type de discours qu'on entend, c'est j'avais donné 5% de mon capital à mon business développeur. Donc, il était là, il était super bien, il devait normalement nous ouvrir des portes dans des tas d'entreprises avec lesquelles il avait travaillé. Mais il est parti depuis. Et là, du coup, c'est bien clair, je ne peux pas distribuer à nouveau du capital à d'autres parce que toute la part que j'avais disponible, elle est chez lui. Et du coup, j'ai des managers qui arrivent et qui me disent mais pourquoi moi, je n'y ai pas le droit? Lui, il y a eu, lui, il y a eu droit. Donc, vous voyez que les solutions habituelles qu'on envisage pour partager la valeur posent des problèmes. Donc, on va essayer de regarder ces problèmes. Ils sont de plusieurs ordres. Il y a un premier qui est le fait que beaucoup des outils avec lesquels on travaille sont des outils qui vont partager non pas la valeur, mais la plus-value en cas de cession de l'entreprise. C'est le cas de tout ce qui est de l'ordre du BSPCE ou des options qu'on donne aux collaborateurs. On leur donne un objet maintenant qui n'aura de la valeur que si l'entreprise se revend et se revend plus cher. Donc, ce n'est pas exactement du partage de la valeur. Hein. On est d'accord que là, on ne partage qu'une partie de la valeur qui est celle
qu'on aurait si jamais on vendait et plus tard. À l'inverse, vous avez à côté de ça le problème des actions, notamment les actions gratuites, qui sont un partage d'un ensemble fini, c'est-à-dire qu'on n'en a pas des tonnes des actions. On doit par exemple garder une forme de majorité. Et puis, on a éventuellement des associés, des financiers, des gens qui sont à bord, et donc ça vient en moins. Et puis surtout, on va avoir d'autres collaborateurs après. Donc, si on a donné déjà toutes les actions qu'on pouvait donner aux collaborateurs actuels, les suivants n'ont rien. Si vous étudiez un peu ce qui se passe dans des entreprises comme, par exemple, Facebook, Facebook a distribué beaucoup d'actions dans les premières années et actuellement en distribue au compte-gouttes parce qu'ils n'ont plus tant de ça, ils n'ont plus tant de marge de manœuvre que ça. Et ceux qui étaient là dans les premières années sont rarement les meilleurs. C'est ceux avec qui on a pu faire. C'est des bonnes opportunités, mais ce n'est pas les meilleurs de la planète qui se précipitent pour aller travailler maintenant chez Facebook. Et pour autant, la valeur qu'ils ont perçue est incommensurablement plus grande que celle des nouveaux collaborateurs. D'ailleurs, ça crée des situations d'injustice incroyables avec des collaborateurs qui étaient là depuis le début et puis qui doivent rester parce qu'ils sont dans un plan de vesting, donc ce qu'on leur avait promis il y a 20 ans, chaque année qui reste, ils en ont un peu plus. Mais en fait, c'est presque un jeu que de montrer qu'ils gagnent de l'argent alors qu'ils ne foutent plus rien. Et puis, ils quittent tout le monde en allant ostensiblement dans le parking, monter sur leur grosse voiture de sport. Donc, on est d'accord que c'est exactement l'inverse de ce qui était initialement l'idée de partager la valeur. Cette idée de on a fait ça ensemble et il faut qu'on partage du coup tous ensemble, ça devient certains ont été servis parce qu'ils étaient là au bon moment, donc par la chance, pas par la compétence. Et c'est donc un facteur clair d'injustice. L'autre problème qu'on voit, c'est qu'on peut éventuellement avoir des outils qui vont donner accès à la valeur distribuée, c'est-à-dire le profit, et pas à la valeur investie. Donc finalement, vous avez été là il y a une bonne année, vous recevez une part du capital qui est distribuée, donc là on parle de tout ce qui est participation des salariés, vous récupérez une part, mais finalement vous devenez opposé au réinvestissement. Vous devenez vous avez un intérêt manifeste à ce qui n'est pas d'investissement et notamment d'investissement en charge qui baisse le profit parce que vous êtes contre l'investissement par exemple en marketing ou vous êtes contre l'investissement dans un outil informatique qu'on va faire en interne parce que ça vient quelque part attaquer le profit qui est la part de valeur auquel vous avez droit. Et comme avec la participation des salariés, vous n'avez pas le droit à la plus-value, on voit que vous êtes quelque part dans un alignement d'intérêts qui n'est pas clair avec l'entrepreneur. Donc, vous voyez que l'idéal, ce serait probablement de trouver une solution qui soit qui porte à la fois sur le partage des plus-values, mais aussi sur le partage de la valeur distribuée. Et il faut arriver à combiner et qui ne soit pas bloqué par un nombre fini. Dernier point, toutes ces solutions-là sont des solutions très institutionnelles, donc elles sont en général empreintes d'une grande rigidité. C'est des solutions où on n'a pas vraiment un choix énorme sur à qui on peut distribuer les actions gratuites pour qu'elles soient fiscalement acceptables.
La participation des salariés, ben, il faut définir à minima des catégories. Donc, il y a une sorte de décision qui est faite, par l'administration ou le politique sur ce qui est votre politique de distribution et de partage. Ça, c'est souvent un point qui n'est pas très accepté par les entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que la Melson Way en la matière? Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt une forme de distribution annuelle en fonction de la performance de l'entreprise. Donc, chaque année, on évalue la performance sur des critères qu'on a définis à l'avance et ça va déterminer la distribution qu'on va faire. Mais cette distribution est faite entre les contributeurs de l'année et sous forme d'actions d'une même catégorie. Donc, on va appeler des parts de collaborateurs. Et cette catégorie d'actions donne le droit à une part fixe de l'entreprise, quel que soit son nombre. Et sans droit de vote, mais avec des droits de distribution. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous dites « Ah, c'est très intéressant, mais je n'ai rien compris. » Et vous avez raison, c'est compliqué, dit comme ça. Donc, je vous ai préparé un joli petit schéma dans lequel vous imaginez une répartition du capital avec la part que détient l'entrepreneur, éventuellement, mettons qu'il a sa famille à bord ou je ne sais. Et puis, il va décider que la part bleu clair, là, c'est la part des collaborateurs et qu'elle sera toujours de 20%. Mais en revanche, la répartition au sein de ces 20%, la première année, c'est entre Bill et Jim, mais les années suivantes, ça va varier en fonction de chaque performance de chaque année. C'est-à-dire que c'est comme une série de couches qui sont chaque année réparties entre les collaborateurs présents, mais avec une taille qui va être fonction de la performance de l'année. Et l'ensemble de ça va continuer à représenter 20% du capital. C'est juste que chaque part aura une répartition différente. Donc, si vous voulez, on peut faire une analogie avec un millefeuille, à ceci près que le millefeuille, quand vous le partagez, on est à la fin. Et on sait que Patrick aura le droit à cette partie-là, quoi, une partie déjà bien grasse. Mais c'est à la fin qu'on le sait. Là, dans le système que nous, on propose, eh ben, on va le définir à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle couche. On va lui donner un petit bout de chaque couche qui fera un agrégat qui représentera une partie à la fin. Donc, on a cette partie de 20% qui ne va pas bouger, qui ne va pas avoir le droit au vote, mais qui va avoir le droit à une distribution du résultat qu'on va déterminer comme étant tout le résultat au-delà d'un certain niveau qui est nécessaire pour le réinvestissement. Donc, par exemple, ça se retrouve dans des coopératives où on décide qu'il y a un tiers qui sert au réinvestissement et puis un tiers qui sert au partage. Et puis un troisième qui est mis en réserve. Bon, bah, dans ces contextes-là, il y a une forme d'obligation de distribuer, mais en contrepartie, il n'y a pas de droit de vote. Donc, on partage la valeur, on ne partage pas le pouvoir. Voilà la petite séquence technique. Tu as ton micro qui est fermé, Patrick. Merci. Alors évidemment, c'est un survol rapide. Merci Jean-Christophe d'avoir donné un coup d'éclairage sur une question qu'on rencontre souvent et qui est finalement qu'est-ce que je peux vraiment utiliser qui fonctionnerait et qui soit juste comme système. Il y a beaucoup de paramètres. On peut vous renvoyer vers une vidéo qui est sur la chaîne YouTube qu'on a fait avec un avocat qu'on aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Cohen, sur lequel on a évoqué un peu plus en détail les aspects juridiques de la solution préconisée par la Melson Way. Là, on a essayé de vous montrer finalement les fondements du raisonnement. Pourquoi est-ce qu'il faut aller finalement partager la valeur? Parce que c'est juste, fondamentalement juste. Et puis comment le faire? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'outils simples à disposition, d'outils
ont souvent des défauts assez importants. Mais on ne désespère pas que notre lobbying un jour verra des systèmes simples émerger et avec des effets finalement plus mesurés en termes d'effets secondaires. Et donc, nous vous appelons en attendant à réfléchir à cela et à Cette mettre en œuvre. vidéo dure 1 heure et quart, je crois, donc vous avez un peu plus de détails que ce que je peux vous dire en 10 minutes. Absolument. Mais elle décrit de manière relativement détaillée ce que vous pouvez faire déjà à votre échelle, notamment en utilisant le mécanisme des actions gratuites et le coût et le système de catégorie d'actions dans une SAS, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont actionnaires? La réponse est financièrement, oui. On a réfléchi à ce sujet pour que leur part de la valeur soit comparable à celle d'un actionnaire. Politiquement, non. Ils n'ont pas de droit de vote, ils n'ont pas la capacité de venir en assemblée générale réclamer des comptes. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on voulait c'est pas ce qu'on voulait leur donner. Ce qu'on voulait leur donner, c'est une partie de cette valeur qu'ils ont contribué à créer. Donc, ils ne peuvent pas revendre les actions car on souhaite qu'ils soient alignés avec nous. Il ne s'agit pas d'avoir des actionnaires ou des salariés qui quittent le navire quand ils ont l'impression qu'on va passer un peu de l'autre côté de la colline et que ça va être moins bon et que donc du coup, au moment où on a le plus besoin d'eux, ils décident que non, mais ce serait mieux que je quitte la boîte et que donc automatiquement la boîte me rachète mes actions et que au moins j'ai pas tout perdu dans l'histoire. Donc, en revanche, c'est pour ça qu'on milite pour une notion de distribution obligatoire. C'est qu'en fait, on veut qu'ils aient aussi ce sentiment de gagner en même temps que l'entrepreneur gagne. C'est plein de choses trappes parce que c'est au confluent du droit social, du droit fiscal et du droit des sociétés. Et donc, il y a parfois des choses contradictoires. Bien sûr, les détenteurs d'actions ont le droit d'aller en assemblée générale, même s'ils n'ont pas le droit de vote, puisqu'ils ont leur droit d'information. Mais cela dit, nous, ce qu'on recommande si l'entreprise s'y prête, c'est plutôt de faire une société ad hoc qui portera l'actionnariat collectif des collaborateurs. Franchement, on ne peut pas, dans une chronique comme celle-là, rentrer trop dans la complexité. Sachez que on a travaillé ça, on l'a mis en œuvre, et que c'est des systèmes qui sont certes complexes, mais qui permettent d'envisager, d'emmener dans la durée tous ces collaborateurs, finalement en alignant un petit peu plus les intérêts collaborateurs-entrepreneurs. Et sur ces sujets, comme sur beaucoup des sujets d'ingénierie financière, chez Melsion, nous, notre rôle, c'est de vous aider à expliquer ça aux spécialistes que sont les avocats ou les experts comptables quand il est question qu'ils aident là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce moment-là. Regardez la vidéo qu'on a faite avec Frédéric Cohen et aller parler à trois avec votre avocat pour qu'il comprenne la subtilité du cahier des charges et qu'il en fasse la meilleure réponse possible et de ce qu'on peut vous aider à faire.